Mesdames, Messieurs, bonsoir. 19h30 au Bénin, c'est la grande édition de l'information sur Canal 3 Télévision. Dans le sommaire, Benjamin Aonzo Glélé est désormais le commandant du 3e groupement interarmé de la garde nationale. La cérémonie de passation de commandement avec son prédécesseur a eu lieu au camp militaire de Dessa, ceci en présence de personnalités civiles et militaires. Ensuite, notre invité spécial dans cette édition est le directeur général du Fonds national de la microfinance. Avec M. Louis Biao, nous parlerons des succès, bien entendu, enregistrés dans la mise en œuvre du programme de microcrédit à la FIA. Et puis enfin, le programme international bien-être global dans le département du Mono a désormais un nouveau parrain. L'homme a été désigné en milieu de semaine dernière à Lokossa à l'issue de la cérémonie de lancement officiel des activités de ce creuset. Un creuset qui œuvre pour la promotion du social, de la santé dans le monde. Vous aurez son identité dans cette édition. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez dans cette grande édition de l'information sur Canal 3 Télévision. Prédécemment, chef du bureau formation et stage à l'état-major, Benjamin Aonzo Glélé est désormais le commandant du 3e groupement interarmé de la garde nationale. La cérémonie de passation de commandement avec son prédécesseur a eu lieu au camp militaire de Dessa, ceci en présence de personnalités civiles. Les militaires. Reportage. Dans le département du Mono, une nouvelle casquette que l'homme doit à son dévouement au service du... Je suis rempli de gratitude et de reconnaissance aujourd'hui, qui est pour moi un grand jour. Voici le nouveau commandant du 3e groupement interarmes de la garde nationale, Benjamin Aonzo Glélé. Engagé et prêt pour le combat, il dévoile ses nouvelles responsabilités. La mission de mon bataillon s'inscrit pleinement dans la mission du chef-d'état-major de la garde nationale, qui est de contribuer à travailler, à préserver l'intégrité du territoire national, notamment dans le nord où nous sommes actifs dans le cadre du terrorisme actuellement. J'ai 3 pôles importants: l'entraînement, formation, l'entretien du matériel et la gestion efficiente des ressources humaines. Le nouveau commandant a contribué activement au renforcement des capacités de l'opération Mirador dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il a connu un parcours impressionnant. Il a été successivement commandant d'unité au sein du 13e bataillon béninois de la mission de l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire de 2010 à 2011, officier des opérations au sein du bataillon béninois de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation au Congo en 2012, adjoint au commandant de la compagnie béninoise à la mission internationale de soutien au Mali, puis à la mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali 2013 à 2014. Âgé de 47 ans, le chef de bataillon Benjamin Aonzo Glélé vient remplacer à ce poste le lieutenant-colonel Pascal Tigri. À l'instant donc les images bien entendu de la passation de commandement bien entendu au niveau du commandement du 3e groupement interarmes de la garde nationale. On parle toujours sécurité au lendemain de l'incident survenu à Parakou entraînant la mort d'un jeune homme. Le directeur général de la police républicaine a mandaté sur l'ensemble du territoire national tous les commissaires divisionnaires de police à une séance d'appropriation des tests avec les chefs d'unité. De quoi ramener un peu de l'ordre dans la maison police, un exercice auquel s'est adonné le directeur adjoint de la sécurité publique avec les commissaires des 13 arrondissements de Cotonou en les entretenant sur le respect des règles d'éthique qui régissent leur corporation. Voici un extrait de ses propos au micro de Eder Ompevi Julecho. Suite à l'incident qui s'est produit à Parakou, la hiérarchie, par ma voix, vous recommande d'accomplir vos missions avec professionnalisme et engagement. Cette séance que nous avons eu à faire
Vous-même, vous savez que c'est d'une grande utilité. En tant que chef d'unité, vous avez l'obligation d'encadrer le personnel que vous avez sous votre responsabilité. Vous devez avoir à cœur leur formation continue. Les missions qui sont assignées à vos collaborateurs doivent être contrôlées. Vous devez contrôler les missions. En cours d'exécution, et à la fin, vous devez faire le débriefing. Et bien sûr, vous le savez bien, qu'avant les missions, il faut toujours faire le briefing. Ces exhortations ne doivent en aucun cas émousser votre ardeur au travail. Vous ne devez pas devenir lassiste. La relation du policier avec le public doit être empreinte de courtoisie et doit requérir l'usage des termes de politesse, que vous le savez bien. Et ça, vous devez continuellement réitérer ces notions-là à la troupe, à vos collaborateurs. Le fonctionnaire de police doit se comporter en toutes circonstances d'une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération. Et bien voilà, je vous l'annonçais en titre, notre invité spécial dans cette édition, le directeur général du Fonds national de la microfinance, M. Louis Biao. Bien entendu, avec lui, nous parlerons des succès enregistrés dans la mise en œuvre du programme microcrédit à la FIAR. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'être avec nous dans cette édition. Avant de parler des succès de ce programme de microcrédit à la FIAR, rappelez-nous brièvement la vision du gouvernement dans le secteur de la microfinance. Merci, monsieur le journaliste. La vision du gouvernement du président Talon en lançant, en concevant et en mettant en œuvre le programme du microcrédit à la FIAR est simple. Lutter contre la pauvreté ambiante de la frange de la population exclue du système classique financier qui a un potentiel pour mener une activité génératrice de revenus. Cela voudra dire que ce programme est destiné pour une frange de la population qui a du potentiel pour mener des activités génératrices de revenus, mais n'a pas accès aux services financiers. Ce faisant, à travers cette vision, le gouvernement fait la promotion de l'inclusion financière. C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'inclusion financière, c'est l'accès de l'ensemble des populations aux services financiers à des coûts abordables et de façon durable. Et donc, la vision qui est prônée à travers le microcrédit à la FIAR, c'est remettre à cette frange de population ce coup de pouce pour pouvoir lui permettre de pouvoir mener des activités génératrices de revenus. C'est ça. Et ce faisant, on développe l'économie locale et à la base. Alors aujourd'hui, quelles sont les conditions d'obtention de financement de microcrédit à la FIAR? Merci beaucoup. Comme je le disais tantôt, le programme du microcrédit à la FIAR n'est pas destiné pour tout le monde. C'est un programme de crédit. Et donc, ce n'est pas un programme pour les indigents. Ça veut dire qu'il y a une condition d'aller-retour, de remboursement qui doit être assurée. Mais ce programme, la condition de base, il faut être de la cible. La cible, c'est les personnes vulnérables qui ont du potentiel, qui ont des capacités pour mener une activité génératrice de revenus, mais qui n'ont pas accès aux services financiers. Dès lors que ces personnes ont accès aux services financiers, elles pourront mener des activités génératrices de revenus. Ce faisant, cela leur permettra de se donner une dignité dans la société. Cela permettra de les insérer aussi bien économiquement que socialement. Ça, c'est la condition de base. Ça veut dire que le microcrédit à la FIAR n'est pas destiné pour tout le monde. C'est pour ces personnes
qui n'ont pas accès aux services financiers, mais qui ont le potentiel pour mener des activités génératrices de revenus. J'insiste là-dessus parce que tout le monde ne peut pas avoir accès à ce produit. C'est un programme qui est destiné pour cette frange de la population. Maintenant, pour avoir accès à ce crédit, il faut disposer d'une pièce d'identité. Soit c'est la carte CIP ou bien la carte d'identité nationale. Et je dois dire que au bout de 4 ans de mise en œuvre de ce programme, grâce à ce programme, beaucoup de nos compatriotes qui n'avaient pas cette pièce, notamment le CIP, ont été accompagnés pour obtenir cette pièce, ce qui leur permet aujourd'hui d'être identifiés. Mais également, ce produit est administré par voie digitale, c'est-à-dire c'est à travers le mobile money qu'on peut l'obtenir. Le décaissement et le remboursement de ce crédit se fait via le mobile money. Et donc, il faut, la deuxième condition, après la condition de pièce d'identité, c'est qu'il faut avoir une SIM Momo enregistrée en votre nom. Puisque les agents des systèmes financiers décentralisés vont chercher à voir est-ce que le nom qui figure sur la pièce d'identité, c'est le même nom que nous avons sur la carte SIM Momo. Troisième condition, il faut faire partie d'un groupe de caution solidaire de 3 personnes ou de 5 personnes. Groupe de caution solidaire parce que c'est du microcrédit, c'est la seule garantie que on donne pour que ces personnes puissent avoir accès. On ne va pas vous demander des papiers de parcelle, de ceci. Il faut être en groupe. Il faut être en groupe de caution solidaire. Et quand on dit groupe de caution solidaire, il est important que ces personnes se connaissent et savent que, bon, les autres ont les capacités de pouvoir mener l'activité et de pouvoir rembourser à bonne date pour éviter de bloquer ceux qui remboursent normalement. Quatrième condition, dès lors que vous vous êtes constitué en groupe de caution solidaire, vous vous dirigez vers les systèmes financiers décentralisés, c'est-à-dire les institutions de microfinance qui sont partenaires du Fonds national de la microfinance dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme. Et lorsque vous allez là-bas, au niveau des systèmes financiers décentralisés, vous êtes pris en charge pour être enrôlé et pour être décaissé. Voilà de façon succincte les conditions pour obtenir le microcrédit à l'AFIA. Je dois préciser qu'en sus de ces conditions, les caractéristiques de ce produit sont claires. Nous avons déjà, au bout de 4 ans, fait 2 phases. La première phase va de 30 000 à 50 000. La seconde phase va de 50 000, 1 franc à 100 000. Quelle que soit la phase, le taux d'intérêt appliqué est de 4% sur 6 mois. Lorsque vous prenez le crédit, c'est 4% qu'on vous applique sur 6 mois. Au niveau de la seconde phase, on peut avoir le crédit soit sur 6 mois ou sur 10 mois. Lorsque vous avez le crédit sur 10 mois, en ce moment-là, le taux d'intérêt qui est appliqué, c'est 8%. Ça, j'insiste là-dessus parce que il y a beaucoup de gens qui font de l'ANAC, qui utilisent le label microcrédit du Fonds national de la microfinance pour escroquer nos populations. L'autre élément en termes de caractéristiques, après le taux d'intérêt, après la durée, quelle que soit la phase, 6 mois et 10 mois, il y a les frais. Et j'insiste là-dessus, il y a 2 types de frais. Il y a les frais d'étude de dossier qui s'élèvent à 400 francs, quelle que soit la phase, donc quel que soit le montant que vous sollicitez. Mais également, il y a les frais d'assurance en cas de décès d'un membre après avoir pris le crédit. Et à ce niveau, ça fait 1,2% du montant du capital pris. Je vais aller avec un exemple qu'on puisse comprendre. Rapidement. Lorsque vous prenez un crédit de 50 000, vous payez pour les frais d'études de dossier de formation 400 francs. Les frais d'assurance s'élèvent à 1,2% de 50 000. 1,2% fois 50 000, ça fait 600 francs. Ça veut dire que quelqu'un qui sollicite un crédit de 50 000 avec 1000 francs CFA a rempli les conditions en termes de frais pour obtenir ce crédit. Pas plus, pas moins. Pas plus, pas moins. Et les systèmes financiers décentralisés, partenaires du Fonds national de la microfinance pour la mise en œuvre de ce programme, sont bien sensibilisés
dans ce sens-là. Le remboursement se fait mensuellement. Si je prends le crédit de 50 000, lorsque vous prenez ce crédit de 50 000, on a dit le taux d'intérêt sur 6 mois, ça fait 4%. Lorsque nous faisons 4% fois 50 000, ça fait 2 000 francs. Ça voudra dire que celui qui prend le crédit de 50 000, il va rembourser en 6 échéances mensuelles 50 000 plus 2 000, ça fait 52 000 divisé par 6. Lorsque vous divisez 52 000 divisé par 6, vous êtes autour de 8 600 et quelques. Bref, avec 8 700 francs par échéance, le client doit pouvoir rembourser ses échéances et pouvoir bénéficier dès lors que le client finit de rembourser. C'est ça. Pour le renouvellement. Alors, s'agissant des systèmes financiers décentralisés, est-ce que nous les avons sur l'ensemble du territoire pour permettre aux populations d'avoir accès justement à vos partenaires? Merci beaucoup. Je crois que lors du recrutement des systèmes financiers décentralisés pour la mise en œuvre de ce programme, nous avons tenu compte de l'étendue du territoire. C'est ça. Quel que soit, il n'y a aucune commune, pour ne pas dire aucun arrondissement, où nous n'avons pas un point de service. Et comme le produit est digitalisé, ça facilite encore l'atteinte des populations, quelle que soit leur localité par ailleurs. Alors, généralement, quand on parle de microcrédit à la FIA, on pense plus aux femmes. Est-ce que les hommes sont éligibles au microcrédit à la FIA? Ça, c'est une question qui nous revient souvent. Merci beaucoup. Je dois dire que le microcrédit à la FIA n'a pas de sexe. Le microcrédit à la FIA est administré tant aux femmes qu'aux hommes. La spécificité, c'est que le microcrédit à la FIA, c'est pour des activités génératrices de revenus. Et lorsqu'on parle d'activités génératrices de revenus, c'est soit des activités commerciales, achat-vente, ou de petites transformations. Et il est clair que nos femmes au Bénin sont suffisamment laborieuses et font beaucoup plus ces activités-là. Et du coup, lorsque vous voyez les statistiques, le nombre de bénéficiaires, c'est beaucoup plus les femmes. Nous sommes à plus de 90% de femmes. C'est ça. En termes de bénéficiaires de ce programme. Et généralement, les gens pensent que les hommes ne sont pas éligibles. Je précise bien que les hommes sont éligibles. Et j'irai loin, je vais profiter pour aller loin, pour dire également que le microcrédit à la FIA est destiné à toute cette frange de la population béninoise, sans condition de sexe ni condition de parti politique. Ça n'a pas de connotation politique. C'est un produit qui est administré. C'est d'ailleurs pour ça que nous passons par le biais des prestataires privés, que sont les systèmes financiers décentralisés, pour administrer le produit. Donc ce n'est pas le gouvernement qui donne l'argent. Le gouvernement passe toujours par le biais des institutions de microfinance, que sont les systèmes financiers décentralisés, qui sont des professionnels en matière d'administration du crédit et qui étudient les dossiers des potentiels bénéficiaires et des bénéficiaires. Vous confirmez que ce n'est pas un programme qui est utilisé à des fins politiques? Du tout pas. Et je mets au défi quiconque par rapport à ce programme. Je peux dire que c'est sans connotation politique. Et vous allez comprendre ça, surtout, nous sommes exigeants en termes de remboursement. Le remboursement, c'est une condition, mais là, je peux féliciter les bénéficiaires qui, aujourd'hui, bien que ce soit des sommes modestes, ces bénéficiaires se comportent suffisamment dignement en termes de remboursement et ont un comportement citoyen en remboursant. Et c'est ça qui a motivé même qu'on est allé à la phase de ce programme-là. Alors, directeur, on va faire un petit bilan en termes de succès. Qu'est-ce qu'on peut noter véritablement de l'exécution de ce programme? Je dois dire que c'est quand même, lorsqu'on fait le bilan, après 4 ans, parce que le microcrédit à la FIA a été lancé en octobre 2020. Aujourd'hui, les statistiques au 31 octobre 2024 montrent que nous avons décaissé 41 milliards, plus de 41 milliards au profit de cette couche-là. Et lorsque je parle de 41 milliards décaissés, ça a impacté plus de 550 000 personnes. Et je voudrais peut-être revenir sur un point pour dire que pendant les 4 ans, c'est plus de 670 000 microcrédits que nous avons mis en place. Quelle est la différence entre 670 000 microcrédits mis en place et 550 000 personnes impactées? La déduction, elle est fort simple. C'est de vous dire qu'il y a des gens qui ont commencé parce que la nature même du produit, c'est un produit d'accompagnement. C'est un produit pour sortir des populations qui sont dans des situations précaires,
pour une meilleure situation. Et lorsque nous avons commencé par administrer ce produit, nous avons des cas de succès où des gens ont pris le crédit de 30 000, après avoir fini de rembourser, sont passés à 50 000. Après avoir fini de rembourser, sont passés aujourd'hui à 100 000. Et comme ça ne suffit pas, ces mêmes gens demandent encore du crédit, des montants plus élevés aujourd'hui. C'est la question qui revient assez souvent. Quelle est la réponse oui, avant que je donne à ces personnes qui souhaitent aller au-delà de 100 000 francs? Oui, cette question, c'est une question que nous avons assez enregistrée. Et je pourrais dire, lors de la tournée gouvernementale de reddition de comptes, au regard de l'engouement que connaît ce produit, les demandes ont été assez fortes pour qu'on puisse augmenter la cagnotte et donc pour qu'on puisse aller à une phase 3. Et là, je peux dire, il y a quand même une bonne nouvelle qui s'annonce. Les voies les plus autorisées en parleront en son temps, je dirais, dans les semaines à venir, pour dire que cette doléance de nos populations par rapport à l'augmentation a été prise en charge et des diligences sont en cours aujourd'hui pour que nous puissions mettre en œuvre une phase 3. Je n'en dirai pas plus. Les voies les plus autorisées, Madame le ministre des Affaires sociales et de la microfinance pourra en dire au moment opportun les diverses conditions par rapport à cette troisième phase. Alors, directeur, à part cette perspective heureuse d'augmentation de la cagnotte que vous réservez à Madame la ministre, est-ce qu'il y aura une autre évolution de ce programme en 2025? Je dois dire que lorsque j'ai fait ce bilan, et vous voyez, c'est quand même assez important en termes d'inclusion financière. Grâce à ce programme, 500 000 personnes sont aujourd'hui utilisateurs des services financiers. Ils étaient exclus. Et donc, c'est quand même une réussite en termes d'inclusion financière. Ça a boosté l'inclusion financière au niveau de notre pays. Mais ce n'est pas simplement booster l'inclusion financière. Ça voudra dire que l'économie locale a été boostée également. Et parce que c'est des personnes qui étaient dans une situation de précarité qui ont commencé par aller vers des situations meilleures pour leurs conditions sociales et pour leurs conditions économiques. Mais également, la mise en œuvre de ce programme n'a pas été faite sans difficulté. Loin de là, nous avons eu quelques difficultés. Mais au fur et à mesure, nous cherchons les voies et moyens, les solutions adéquates pour lever ces difficultés. Les premières difficultés que nous avons, c'est des problèmes de nom. Où, vous voyez, d'identité, où deux personnes peuvent avoir le même nom. Et à ce niveau, il faut pouvoir trouver des solutions pour pouvoir départager les gens. Et on a pu utiliser les numéros d'identifiants personnels pour pouvoir lever cela. Parfait. Mais également, le boom, la volumétrie que connaissent ces opérations, c'est des millions d'opérations qui ont été qui sont passées par notre plateforme, puisque ce programme, comme je l'ai dit, il est digitalisé. Donc, on a une plateforme où les décaissements se font et les remboursements se font. Et donc, dans une journée, on peut avoir 1000 opérations de décaissement ou bien de remboursement. Et donc, il y a quelques fois où nous avons des couacs au niveau de la plateforme et à chaque fois, on se met à l'œuvre pour pouvoir régler les problèmes au fur et à mesure. Aujourd'hui, je crois que on a quand même une certaine stabilité par rapport à la plateforme que nous continuons à chercher à améliorer pour le bonheur de nos populations, surtout lorsque nous sommes dans une perspective de lancement de la phase 3. Cela voudra dire qu'il faut avoir une veille permanente par rapport à cette plateforme pour pouvoir satisfaire les populations au mieux. Parfait. Allez, nous sommes à la fin de cet exercice. Je vous laisse dire un dernier mot. Mon dernier mot, je m'adresse aux bénéficiaires et aux potentiels bénéficiaires pour les remercier d'abord de ce comportement citoyen en remboursant, parce que quand je parle de remboursement, nous avons eu de bonnes statistiques. On est à plus de 90% de remboursement. Ça veut dire que les gens ont un comportement citoyen. J'invite les populations à ne pas rater l'opportunité qu'est le microcrédit à l'AFIA pour mener des activités génératrices de revenus, mais de se comporter, comme on l'a dit, pour pouvoir permettre au gouvernement d'aller plus loin dans ce programme, parce que c'est un programme qui
aide nos populations à sortir de leur situation de précarité. Voilà ce que je voudrais dire. Merci à vous, M. Louis Biao. Je rappelle que vous êtes le directeur général du Fonds national de la microfinance. Merci d'être passé dans la grande édition de l'information sur Canal 3 Télévision. Restez avec nous pour la suite de cette édition. Le tirage au sort pour l'occupation des places au marché de Ganri s'est déroulé ce mardi à Cotonou. Les femmes concernées par cette opération qui précède l'ouverture officielle samedi prochain du marché moderne ont massivement répondu à l'appel de l'Agence nationale de gestion des marchés. Un huissier de justice apporte son sceau à cet exercice pour des questions de transparence. Voici les images. Les femmes du marché de Ganri à Cotonou jouent leur destin à travers cet exercice de tirage au sort. L'opération consiste à trier dans l'urne un numéro indiquant la nouvelle place à occuper désormais. Tout se passe en public et sous la vigilance d'un huissier de justice qui ont certifié la crédibilité et la transparence. Aujourd'hui, 3 décembre 2024, c'est le jour du tirage au sort sur le marché de Ganri qui sera ouvert le samedi 7 décembre 2024. Donc à cet effet, nous avons invité les marchands à venir tirer leur place et ceci dans un esprit d'équité et de transparence. Et comme ça, à partir de demain 4 et le 4, 5 et 6, on va les laisser s'installer tout doucement parce que ça fait quand même 2 ans qu'on les a délogés de l'ancien marché sur le site de relogement qui est situé vers la lagune de Flacodi. Donc il faut leur permettre de se remettre dans de bonnes habitudes, de venir s'installer progressivement jusqu'au samedi. La gloire au Seigneur et les remerciements au chef de l'État. Pour cet emplacement marchand équipé et répondant aux normes modernes, les commerçantes à l'honneur de cache-guerre leur satisfaction. Je suis revendeuse de fruits et légumes. Quand j'ai retrouvé ma place ici, je suis très contente. Je rends grâce à Dieu et je remercie également le chef de l'État pour tout ce qu'il fait. Que Dieu le bénisse et bénisse chacune de ses actions en faveur du pays. J'ai retrouvé ma place et je suis très contente. Avant de venir ici, ma prière était de venir obtenir de place ainsi que bien de mes anciennes camarades du marché. Et Dieu a exaucé ma prière. Je remercie donc le chef de l'État pour tout ce qu'il fait pour l'ensemble du pays. Tout est mis en œuvre afin que les anciens occupants retrouvent en priorité leur place à Ganri. Les habitudes doivent changer en termes d'hygiène et tout ce qui va avec. Et là aussi, les responsables de l'Agence nationale de gestion des marchés seront regardants. Les commerçants de vêtements tout cousus de la petite enfance et de lingerie sont désormais réunis au sein de l'association des vendeurs de prêt-à-porter de lingerie et de layette. Ils ont tenu leur congrès, bien entendu, ce 3 décembre à la bourse de travail de Cotonou. Esther Tofa pour le compte-rendu. Bientôt délocalisés dans l'infrastructure marchande en construction au stade de l'Amitié de Cotonou, les commerçants et commerçantes de prêt-à-porter, lingerie et layette ont décidé de se mettre en association. Cette initiative a pour objectif principal de représenter les intérêts de ces secteurs auprès des pouvoirs publics. Nous ne sommes ni politiques, ni religieux. Ne pensez aussi pas que le bureau est une délégation de la SOGEMA, ni de la NAGEM, ni une représentation du gouvernement. Au loin de là. Mais si aujourd'hui nous ne nous mettons pas ensemble et que demain on nous dit que c'est prêt, il faut délocaliser le marché, nous serons en retard. Nous serons en retard. Nous serons en retard. Raison pour laquelle aujourd'hui nous voulons vous mettre au pas. Mise sur pied pour favoriser les échanges entre les professionnels des 10 secteurs, l'Association des vendeurs de prêt-à-porter, lingerie et layette, AVPPL, entend également travailler à relever les défis auxquels sont confrontés les commerçants. La concurrence en ligne, l'évolution des modes de consommation, la délocalisation et la mévente intempestive. Mais à ces défis sont aussi des opportunités, car en nous unissant, nous serons mieux armés pour y faire face.
nous pourrons mettre en place des actions collectives pour renforcer notre visibilité, améliorer nos connaissances et développer de nouvelles offres de services. Je vous demande d'avoir confiance en vous pour que nos ventes et surtout chacun de nos secteurs évoluent. Le congrès constitutif de l'AVPPL a connu la présence de bon nombre de commerçants venus des divers marchés de Cotonou. Quelques articles ont été présentés à l'assistance au terme de ce congrès. Dans la suite de cette édition, retenez bien ce nom, Aaron Aurel Henriqui est désormais le parrain des activités du programme international Bien-être global. Dans le département du Mono, l'homme a été désigné en milieu de semaine dernière à Lokossa à l'issue de la cérémonie de lancement officiel des activités de ce creuset. Un creuset qui œuvre pour la promotion du social et de la santé dans le monde. Retour ici sur cette cérémonie avec Narcisse Alossé, Florent Dehou. Dans un tonnerre d'applaudissements, Aaron Aurel Henriqui enfile la touche de parrain du programme international Bien-être global dans le département du Mono. Une nouvelle casquette que l'homme doit à son dévouement au service du mieux-être de la communauté. Monsieur Henriqui, c'est un jeune qui fait beaucoup dans le domaine du social et même au niveau de la santé, à travers les serviettes hygiéniques. Il fait beaucoup pour la jeune génération. Donc c'est compte tenu de sa passion pour le social, la santé, que nous avons pensé qu'il peut valablement jouer le rôle. Un rôle d'abnégation et de don de soi pour faire sortir de la précarité des personnes vulnérables. En tout cas, il a le profil du job, ont clamé à qui veut l'entendre les responsables du programme Bien-être global qui disent l'avoir vu à l'œuvre. Et derrière, ils ont été confortés dans leur choix. En acceptant de parrainer les activités de bien-être global dans le Mono, c'est pour deux raisons. Devoir et responsabilité. Devoir de renforcer les activités de bien-être global et la responsabilité d'un fils de voir ses parents, mères, frères et sœurs, d'être épanouis. Nous vous promettons que notre engagement à vos côtés sera sans faille. Engagement sans faille au service de sa communauté pour participer à son épanouissement. Et ce sera selon lui sa contribution aux efforts du bien-être global, conçu pour promouvoir dans le monde la paix, la santé générale et le développement durable. Un programme international qui impacte les populations de 21 pays dans le monde, dont 12 en Afrique. Il a été lancé au Bénin en avril 2023. Le parrain dans le département du Mono, lui, a été investi avec tous les attributs, notamment un certificat de parrainage. Et pour finir cette édition, l'infrastructure aligne modernité ainsi que toutes les commodités afin de permettre aux agents des lieux de travailler avec engagement et professionnalisme. Une des réalisations phares du projet Équité, la maternité de l'hôpital de zone de Dassa, Glazoué, est désormais opérationnelle. Elle a été construite sur financement de l'agence française de développement AFD grâce au partenariat avec l'agence belge de développement Enabel. La cérémonie d'inauguration et de mise en service a réuni un parterre d'invités dont le ministre de la Santé. Voici les détails. La nouvelle maternité de l'hôpital de zone de Dassa-Glazoué est désormais opérationnelle. L'infrastructure est l'une des réalisations phares de la première phase du projet Équité Entendez, ensemble pour une qualité de soins inclusive et transparente, mise en œuvre dans les collines par l'agence belge de coopération Enabel. L'édifice érigé sur une superficie de 1106 km² vient améliorer le cadre d'accueil et surtout les prestations de services et de soins aux femmes ainsi qu'aux enfants. Nous étions dans un bâtiment très exigu qui ne répondait plus aux normes compte tenu de l'augmentation des prestations de santé. Le nouveau bâtiment est assez grand, très spacieux et il vient combler nos attentes. C'est le lieu de remercier Enabel
AFD à travers le projet Équité. Réalisé pour un montant approximatif de 272 millions de francs CFA apporté par l'Agence française de développement AFD, les travaux effectués facilitent également la prise en charge des complications obstétricales et néonatales. Désormais, la maternité de zone de Dassa-Glazoué répond aux normes exigées. Elle permettra une prise en charge de qualité des femmes et va contribuer à l'amélioration des conditions de travail du personnel de santé. Je vous invite à assurer l'entretien permanent des locaux. Avec une capacité de 50 lits et la possibilité d'assurer 200 accouchements par mois, dont 80 césariennes, elle contribuera à améliorer les soins de santé maternelle et néonatale et plus globalement le système de soins dans le département des Collines. En plus de cette unité de soins, en 3 ans, de multiples autres actions et interventions du projet Équité ont aidé à améliorer la santé des populations du département des Collines. Malgré les progrès réalisés, des défis persistent encore et c'est à juste titre que la phase 2 du projet vient d'être lancée. L'AFD a décidé de renouveler son soutien au secteur de la santé minois. La deuxième phase du projet permettra non seulement de consolider les acquis, mais aussi de répondre à des besoins qui restent prioritaires et encore non couverts. Équité, qui était jusque-là dans le département des Collines, va se voir étendre dans la zone sanitaire de Tchaourou, dans le département de Borkou, pour la période de 5 ans qui va de 2024 à 2029. Le financement, vous le savez déjà, il est de 15 millions d'euros, soit 9 milliards 800 millions de francs CFA. Nous avons co-construit ou co-reconstruit le nouveau projet Équité 2, dont les objectifs et les interventions restent alignés aux priorités du plan national de développement sanitaire 2024-2030. À travers les divers appuis du projet Équité, notre pays a ressenti la solidarité et la proximité du gouvernement français. Articulé autour de 4 grands axes, le projet Équité 2 va entre autres permettre de doter les populations cibles des capacités pour faire des choix éclairés en matière de santé, mais également améliorer la gouvernance des structures sanitaires. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à vous qui nous suivez d'un peu partout au Bénin, Parakou, Natitengu, Djougou, Porte-Novo, Boycon et bien d'autres villes. Avec le service des programmes, suivez à 21h un riche documentaire. Bonsoir chez vous et à très bientôt.